Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment avoir de l'éloquence au pied levé. On arrive souvent dans des situations, que ce soit professionnelles ou personnelles, où on doit par moments se lever et faire un discours devant une assemblée, que ce soit on dit un discours. Ça c'est quand on est à l'anniversaire, qu'on a tous ces copains qui sont venus pour nous faire une surprise et on nous dit hey discours, et là on se retrouve complètement paralysé. En tout cas moi ça m'est arrivé, et on a envie de dire des choses intelligentes et on les dit souvent pas très intelligemment. On dit merci à tout le monde d'être venu, un truc hyper banal. Ou alors dans une situation professionnelle, on a le boss qui arrive, qui vous dit hey, tu sais la présentation que je t'ai demandé de faire là, je peux pas la présenter, tu la présentes à ma place. Ok, d'accord. Et donc du coup, pour nous accompagner et nous aider aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur, le privilège d'avoir Martin Magic, la tulipe, conférencier international, j'ai envie de dire même presque intergalactique, mais bon, mars pour bientôt, non? C'est en discussion, mais c'est pas confirmé encore. Là. Je suis en train de discuter avec Richard Branson pour des conférences sur la Lune. Oui, là, tu as partagé sa scène en plus, donc du coup, tu préfères... Oui, ça par contre, oui. Ça c'est vrai, mais ouais, non, les conférences vrai, intergalacticales, non, pas encore. Mais voilà, bon, il est coach en développement personnel également, et tu es également fondateur de l'Académie Zéro Limite qui aide les entrepreneurs comme moi, c'est-à-dire pourquoi je suis là, oui, à mieux performer dans leur métier et mieux performer dans leur vente, notamment en ouvrant les canaux de l'Internet à ce type d'activité. Oui. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais, Martin. Ça fait plaisir, génial. Merci de m'accueillir. Bonjour tout le monde. Donc Martin, du coup, pour répondre à notre question, comment avoir de l'éloquence au pied levé, est-ce que c'est pas au final une question de confiance en soi ou de confiance en sa capacité à parler en public? Écoute, c'est une très bonne question d'entrée de jeu. Merci de la poser. Je pense que souvent, on va penser que c'est une question de confiance en soi, et c'est un mythe qui est énormément nourri dans la société, c'est-à-dire qu'on doit avoir énormément confiance en soi avant de prendre une parole en public, avant de pouvoir avoir de l'éloquence au pied levé. Mais moi, je crois d'abord et avant tout que c'est une question de choix. C'est une question de choix d'avoir de l'éloquence. C'est une question de choix de livrer avec excellence. Et très souvent, les gens vont aller se cacher derrière le fait que oui, mais moi, je n'ai pas la confiance. Et c'est pour ça que souvent en présentation, je veux dire, la confiance en soi, c'est énormément surestimé. On va souvent l'utiliser comme une excuse pour expliquer le manque d'éloquence, pour expliquer pourquoi on ne performe pas quand que le patron nous demande à pied levé de faire une présentation. Alors moi, je pense que si les gens sont intéressés de performer avec éloquence dans leur présentation, parce que c'est un impact incroyable de devenir un bon communicateur, on peut influencer, on peut inspirer, on peut motiver, on peut mobiliser. On doit d'abord, avant tout, avoir une réflexion de dire quel genre d'impact est-ce que je vais avoir? Si je veux en avoir un, je dois faire ce choix. Et ce choix-là, selon moi, mène à la confiance de l'entreprendre, mène à la confiance de livrer. Mais trop de gens vont faire le choix de dire « Ah, mais moi, je n'ai pas cette confiance. » Alors, c'est une subtilité, mais pour moi, elle est essentielle et on le voit constamment. Alors du coup, là, effectivement, tu nous expliques comment, on va dire, passer à l'action. On va se dire, bon, allez, prends ta confiance et arrive à passer à l'action. Il y a des moments où, par exemple, moi, ça m'est arrivé, où je me suis lancé, je dis, ok, j'y vais, et puis, blanc, quoi. Tu vois, tu y arrives pas, t'as pas l'idée, t'as pas le... Absolument. Tu t'es un peu décontenancé, puis tu fais de la merde, clairement, là. Oui, absolument. Du coup, voilà, et tu te retrouves, tu te dis, oh, punaise, voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une question peut-être d'authenticité, de se dire, de dégonfler les attentes un petit peu et de se dire, bon, allez, absolument. ton message et... Absolument. Donc, une fois qu'on fait le choix, sans se cacher derrière le mur que je n'ai pas cette confiance, c'est tout à fait, comme tu dis, réaliste de comprendre qu'on va merder. C'est tout à fait normal, mais une fois qu'on est dans l'action, eh bien, on devient meilleur. On peut muscler son habileté, on peut muscler ses compétences. De savoir c'est quoi merder une présentation. Tu sais que c'est super important. Avoir le ressenti de faire un discours qui n'est pas réceptif. C'est soit que tu t'écrases face à cette expérience-là ou tu vas simplement te dire comment je peux faire différent la prochaine fois. Parce qu'il y a des techniques pour aller chercher une audience que tu perds. Il y a des techniques pour aller chercher une audience qui ne semble pas réceptive, qui semble s'endormir, qui semble un petit peu moins... mais il faut le faire, il faut le découvrir, il faut l'observer, il faut étudier tous ces trucs-là. Il faut vivre la chose. Il faut vivre la chose. Alors, c'est une question de perception. Est-ce que ce qu'on vient de vivre lorsqu'on a merdé un peu le discours ou le message ou la communication qu'on voulait faire, c'est de dire « Ah, ben je le ferai plus jamais, c'est pas pour moi, j'ai détesté ça. Voilà. » Alors, évidemment, c'est une erreur. Je pense que tout le monde, commerce équitable, tous les gens qui veulent réussir en affaires, qui veulent vendre, qui veulent être un bon père, une bonne mère, on doit améliorer notre façon de communiquer. Donc, sachons qu'on va faire des erreurs. Mais il faut avoir l'humilité de comprendre que c'est un chemin qui est tout à fait normal. Tous les grands communicateurs
Steve Jobs. Exactement, mais ça fait partie du mythe de la perfection dans la société. On regarde les gens qui sont des excellents communicateurs, ils sont nés comme ça. Ils n'ont jamais peur, ils sont jamais nerveux, ils ne se remettent jamais en question. Moi, j'achète pas nécessairement cette théorie-là. Ça a été quoi tes défis, toi, quand tu as commencé, justement? Bien, vraiment, c'est des crises d'anxiété. Je veux dire, c'était vraiment, il faut comprendre que moi, j'ai commencé dès la sortie de l'université à vouloir gagner ma vie en étant un conférencier. Donc, je sais pas, en Europe, c'est très connu un conférencier, mais tu fais du présentiel dans des compagnies, des associations, ils t'embauchent pour aller inspirer, motiver, faire réfléchir, mobiliser leurs employés ou leurs gestionnaires. Alors, il faut comprendre que maintenant, tu dis non seulement tu veux prendre la parole en public, mais tu vas en faire un métier et être rémunéré pour les mots que tu vas dire et la façon dont tu vas le dire, ça doit avoir un impact. Alors, en découle de ça une grande réflexion de dire, bien, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que j'ai assez d'impact? Donc, syndrome de l'imposteur dont tu parles. Syndrome de l'imposteur, exactement. Donc, pour moi, ça a été assez incroyable au départ. J'ai des histoires, là, la gorge serrée, la bouche tellement sèche, c'était incroyable. D'ailleurs, je profite de ça parce qu'on a fait un séminaire de 2 jours avec toi qui était juste magique. Et à un moment donné, Martin, qui a aujourd'hui une aisance, vraiment ce métier-là, et tu fais ça vraiment, tu te balades sur la scène, un peu comme David, c'est juste incroyable. Et on se dit, et tu nous montres une vidéo où tu es totalement, finalement, en situation d'inconfort quand on parle de Joël, et où tu as des plaques rouges partout, tu es vraiment, voilà, quel courage de nous montrer ça, alors que aujourd'hui, tu n'as peut-être plus envie qu'on voit ces images-là. Mais nous, en tout cas, en tant que... Non, j'ai envie que vous voyez ces images-là. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis tout à fait transparent, moi, avec ça, parce que tu sais quoi? Encore une fois, on revient au fait de comment est-ce que tu es en train de vivre cette expérience-là. Moi, je me souviens, j'étais un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que je me disais, mais merde, je veux vivre de ça et je ne devrais pas être nerveux, mais c'est un processus. Tu sais, souvent, on va se fixer des objectifs avec la finalité. La majorité du temps, on n'atteint pas ces objectifs-là. Mais qu'est-ce qu'il y en a des objectifs de processus? Les étapes. Les étapes. On ne valorise pas assez le progrès. Moi, je crois que la vraie mesure du succès devrait être le progrès. Mais malheureusement, on mesure le succès avec la finalité dans notre société. Alors, lorsque moi, je vivais ça, j'ai dû faire certaines compréhensions. Et je ne veux pas rentrer dans le mélodrame ou la psychose, mais vraiment, moi, j'ai fait partie de des équipes sportives toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait partie d'une équipe. Toute ma vie, ce que je disais, mes coéquipiers, on riait ensemble, c'était valorisé. Et là, je sors de ce monde, cette micro-société sportive-là, et je deviens un conférencier qui commence à se faire rejeter, se faire dire non, qui est le seul à être jugé, alors que toute ma vie, on était 20 mecs à se faire juger sur notre performance. Et là, je suis le seul sur scène. Alors moi, je n'avais jamais vécu ça. Alors, et pour la majorité des gens aussi, lorsque tu es seul, tout le monde te regarde, c'est toi qui fais la performance. Donc, souvent, on va faire l'erreur de mettre toute la pression sur nous, plutôt que de comprendre, mais qu'est-ce qui se cache derrière la mécanique de la performance vraiment pour livrer un bon message? Est-ce qu'on a besoin de se mettre autant de pression sur soi? Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de l'audience. C'est à propos de servir le public. Et c'est une erreur de débutant qu'on fait souvent qui nous rend encore plus nerveux. On se dit, est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais faire des erreurs? Est-ce que les gens vont m'aimer? Ce sont toutes des erreurs parce que plus qu'on pense comme ça, le plus qu'on met le spotlight sur nous. Et un bon orateur, ce n'est jamais à propos de toi. C'est à propos de comment est-ce que je peux servir. C'est être au service dans sa communication. Et lorsque moi, j'ai compris ça, ben ça l'enlève quand même de cette nervosité-là et de ce syndrome de l'imposteur parce que je suis simplement ici pour vous aider dans ma communication. Je vais faire le mieux pour l'enrober le mieux possible. Oui. Et juste envoyer le cœur du message. Puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer sa mécanique de scène, sa performance, comprendre le storytelling, tous ces trucs-là qu'on... Exactement. Donc, mais pour moi, puisque je n'avais jamais été mis dans l'arène d'être jugé pour ma performance moi-même, parce que ça avait toujours été... On juge la performance sportive de toute l'équipe. Lorsque je me suis lancé, après ma carrière sportive, eh bien, c'est sûr que j'ai eu de la difficulté à gérer ça parce que je ne l'avais jamais connu, cette émotion-là. Alors, pour les gens qui vont faire des présentations, c'est la même chose. S'ils se lancent au début, ils font l'erreur de mettre tout le spotlight sur eux dans la pression, plutôt que de se poser la question, mais comment que je peux aider ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont comme problématique? Qu'est-ce qu'ils ont comme défi? Qu'est-ce qu'ils ont comme aspiration? Qu'est-ce qu'ils ont comme ambition? Ça, on appelle ça des points communs. Le plus qu'un orateur peut arriver avec des points communs pour les utiliser comme levier émotionnel par des analogies ou surtout des histoires,
ce n'est plus jamais à propos de toi. C'est à propos justement d'élever les consciences de ton audience par un message, par une citation, par une histoire qui va les faire réfléchir. Et ça change toute la dynamique de la parole en public. Et du coup, est-ce qu'il existe une petite structure qu'on pourrait utiliser quand on veut justement prendre la parole en public, que c'est au pied levé un petit peu, peut-être, je sais pas, une intro avec une histoire 3S, et ensuite, et ensuite balancer le contenu, et ensuite bien conclure. Je sais pas comment est-ce que tu vois la chose? Écoute, c'est certain qu'il existe toutes sortes de types de structures pour faire une présentation. Et comme tu l'as dit, la plus connue, introduction, le corps et la conclusion, c'est sûr et certain. Mais moi, mon premier mentor m'a dit un truc, Patrick Combs. Patrick Combs, qui est un conférencier américain, qui, lorsque je lui disais comment est-ce que tu structures une conférence, c'est quoi la mécanique, qu'est-ce qu'on place, qu'est-ce qu'on dit, le cadre de travail, je voulais savoir tous les secrets. Et il me regarde et il me dit en anglais, il dit, Martin, il dit, don't prepare the speech, prepare the speaker. Et ce que ça veut dire, c'est, mets pas autant d'énergie à préparer ta conférence. Prépare le conférencier. Et au départ, comme vous, je n'avais pas compris. Oui, ce que je suis en train de te dire, c'est super dans les faits. Je pense que la structure la plus importante, c'est que le conférencier doit habiter son message. La structure, elle est extérieure. Et beaucoup de présentateurs font ça. Ils vont avoir une structure extérieure, une mécanique extérieure, mais d'avoir le ressenti. Préparer le conférencier. Comment on fait ça? Quelle est l'intention? Un peu comme qu'on vient de dire tantôt. Qui est dans la salle? Quelle est mon intention avec cette audience-là aujourd'hui? Quels sont les 3 mots-clés, les 3 messages les plus importants avec lesquels ils doivent ressortir? Quels sont les éléments qui vont les faire le plus progresser? Eux. Là, on ne parle pas de structure, on parle d'intention d'être au service. On parle d'intention d'avoir un impact, d'intention d'avoir le maximum d'influence dans le moment qui nous est accordé, parce que des fois, le moment peut changer. On peut avoir 1 heure, 2 jours de conférence comme qu'on vient de faire. Donc, certainement, il peut y avoir une introduction. L'introduction peut se faire avec une citation, une histoire humoristique, du quotidien, du punch, faire un point sur quelque chose de l'environnement dans la salle. Donc, souvent, les gens vont être stressés, par exemple, s'il y a un bruit, s'il y a quelque chose qui s'est passé avec le service, si on est en retard. Ne jamais utiliser ce qui se passe dans l'environnement pour un élément de stress, parce qu'on peut arriver sur scène et en faire référence et le transformer en un allié, une blague que tout le monde va trouver drôle. Alors, l'introduction peut avoir plusieurs formes. Le corps, tu peux avoir des points que tu veux enseigner, tu peux avoir plein d'histoires que tu peux utiliser pour renforcer tes points. Donc, la structure, il existe plein de livres là-dessus. Il existe plein de façons de structurer une conférence. Mais vraiment, pour avoir de l'éloquence, c'est pas une structure, c'est pas un cadre. C'est vraiment que les gens qui veulent améliorer leur présentation se posent la question de dire quel genre d'influence que j'aimerais avoir, quel genre d'impact que j'aimerais avoir. Et de commencer à observer des orateurs qui ont le genre d'impact qu'on aimerait avoir. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ah, ils modulent leur voix parfois. Parfois, ils vont être plus intenses. Parfois, ils vont être plus dans le ressenti. Ah, pourquoi est-ce qu'il a pris une pause une fois qu'il a fait un point important? Parce que c'est venu renforcer. Ça l'a permis aux gens d'accueillir le propos qu'il vient de dire. Alors, préparer la conférence, certes, mais préparer le conférencier, pour moi, c'est tout en ayant une réflexion très puissante sur qui sont les gens dans la salle, comment est-ce qu'on peut les aider, faire des appels souvent avec les dirigeants. Donc, dans notre cas, on travaille beaucoup avec des entreprises. Les appels pré-conférence, là, c'est très, très musclé de savoir c'est quoi qui se passe dans votre entreprise, quels sont les défis, quelles sont leurs réalités. Alors, quand nous, on arrive sur scène, on commence notre conférence et les gens ont l'impression qu'on travaille dans la même boîte qu'eux. Et ils se disent, bien, comment ça qu'il sait ça? Comment ça qu'il connaît telle chose qui se passe dans tel département? Et automatiquement, on a tellement de points communs que les gens ont l'impression que le message est spécifiquement pour eux. Tu connectes avec eux, quoi. Et ça, même si c'est des histoires que tu as rencontrées, que tu as racontées 1000 fois ailleurs, sous d'autres contextes.
mais tu as pu les connecter à leur réalité, à leurs besoins, à leurs aspirations, à leurs défis. Et pour moi, c'est la magie, c'est ce que j'aime dans l'éloquence. Avoir le respect de te soucier de qui est dans la salle. Tu serais surpris le nombre de conférenciers qui ne font pas ça. Et ça paraît. Merci beaucoup, Martin, pour ces bonnes infos. Je crois que tu as répondu à toutes les questions que je voulais me poser. Voilà, c'est un mot que j'adore. Punaise. Je voudrais terminer l'interview, au moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, ben moi, j'ai absolument rien à rajouter. Moi, c'est OK. Et vous n'avez pas rajouté? Fait de la roche. Ah, David Laroche juste derrière. Donc du coup, ce que je voudrais terminer avec quelque chose de tout à fait personnel. En fait, c'est que les lecteurs du blog savent peut-être, s'ils ont lu mon livre, qu'il y a 8 ans, quand une fois, je partais au travail, et ma femme partait juste derrière moi, elle a eu un accident de voiture, elle a fait 3 tonneaux, et elle s'est retrouvée tétraplégique. Voilà, quand je suis arrivé à l'hôpital, je l'ai trouvée toute branchée, le médecin m'a dit, écoutez, déjà il faut partir, et puis elle pourra plus s'alimenter toute seule, elle pourra plus respirer toute seule. Elle a un respirateur, elle pourra peut-être pas se verticaliser, ça va être très compliqué. Et donc voilà, en prends tout ça, j'avais 24 ans à l'époque, j'étais juste effondré. Et c'est mal connaître ma femme, qui est quand même quelqu'un de très très déterminé et avec une force incroyable. Et elle a commencé en fait à se battre, voilà, contre les médecins avant tout. Et parce qu'on a un système en France qui est particulier. Vous avez remarqué que Martin est québécois, donc du coup je recontextualise un peu. Ne le croyez pas, c'est faux. et donc du coup voilà, elle s'est retrouvée à se battre. Et récemment, un an et demi, à tel point qu'elle arrive quand même à retrouver une belle mobilité des bras, arriver même à faire quelques pas. Oui. Mais on arrivait à une sorte de plateau de progression. Et un jour, je regardais une de tes vidéos, tu parlais de Joël, et tu m'as donné une perspective avec le centre Project Walk. Oui. Et du coup, j'étais dans mon bureau en train de regarder ça, puis je vais la voir parce que j'ai le bureau à la maison, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison. Et je vais la voir, je lui dis, renseigne-toi là-dessus. Machin, elle me dit, encore un truc de développement personnel. Enfin bon, voilà, elle n'est pas trop dans ma dynamique. Oui. Enfin, elle est différemment, on va dire. Oui. Et elle regarde le truc, elle lit très bien l'anglais. Elle regarde et elle me dit, waouh, c'est un truc de fou. Et donc du coup, depuis que j'ai regardé ta vidéo, on a monté une association pour aider les personnes. Donc on a une action sur les autistes, pour les aider à mieux communiquer avec des applications. Et également une action donc, pour envoyer Isa à Project Walk et peut-être faire une étude et ramener ce projet-là en France. Donc je voulais juste te remercier pour ça parce que c'est un beau cadeau que tu m'as fait, en plus du reste. Merci énormément. Merci à toi. Okay. Au revoir. À plus, Martin. Merci. Au revoir tout le monde.